M1 ou M2, avec quelle quantité de stockage et de RAM, comment ne pas se retrouver avec un SSD plus lent que les autres, quel Mac éviter, et en un mot, quel Mac choisir en ce début 2023, c'est le dossier de la semaine. Samsung essaye de reprendre l'avantage sur Apple avec son Galaxy S3 Ultra, annoncé ce mercredi soir à San Francisco. 200 mégapixels pour la photo, 8K à 30 images secondes pour la vidéo, et des prix qui n'augmentent que de 60 €. Alors y a-t-il danger pour les iPhone 14 Pro et Pro Max ? Et puis vous allez tout savoir à propos du nouveau Patreon d'iWeek, des prix tout doux et toujours plus d'avantages pour nos contributeurs, accès au streaming de l'enregistrement pour y assister avant tout le monde, un chat privilégié pour interagir avec nous pendant l'hebdo, et nos premiers produits dérivés dont le mug iWeek que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ici Benjamin Vincent, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour ce 122e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast hebdo de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Bonjour à la team, avec aujourd'hui autour de la table virtuelle, Ellie, Gilles et Fabrice. Salut à tous les trois et salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir la team et bonsoir à tous. Salut Gilles Dounès. Salut Benjamin Vincent. Et bonjour Ellie et bonjour Fabrice. Mais oui, très heureux de te retrouver aussi Gilles. Oh, moi aussi, vous ne pouvez pas imaginer. Ça s'entend. Et salut Fabrice. Salut mon capitaine, salut à tous. Très heureux de te retrouver aussi pour cette émission qui s'annonce passionnante. On fait des bises à l'absent du jour, c'est bien sûr François Le Truedic. Je vous rappelle qu'iWeek, la semaine Apple, c'est un podcast gratuit, accessible sur toutes les principales plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres. Suivez iWeek, cliquez sur le bouton dédié, vous ne raterez aucun épisode. Merci aussi pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis sur Apple Podcasts. Alors je vais citer le dernier message en date, signé Stuff812, sous le titre « Une émission indispensable ». J'ouvre les guillemets. Une équipe formidable qui nous renseigne toujours au mieux sur l'information state of the art dans la sphère Apple. Merci à tous les membres de l'équipe. Nous, c'est nous qui te remercions, Stuff812. Et derrière ton pseudo, je crois reconnaître un fidèle soutien d'iWeek qu'on a l'habitude de croiser sur Twitter. Mais je me trompe peut-être, n'est-ce pas Ellie ? Oui, nous sommes reconnaître aussi. Bon, à propos de soutien, il va être aujourd'hui largement question de vous. Oui, vous, la communauté iWeek sur patreon.com/iWeek, et de ce qu'on vous propose, puisque notre présence sur Patreon va évoluer dans les jours qui viennent avec de nouveaux prix, de nouvelles formules, de nouvelles contreparties, encore plus sympas on l'espère, et nos premiers produits dérivés officiels et exclusifs. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs qu'en nous rejoignant sur Patreon, et on va tout vous expliquer. Patreon, où la version vidéo du podcast arrive toujours avec plusieurs jours d'avance sur YouTube et sans pub, sans oublier bien sûr le bonus hebdo, un petit peu en retard mais on va se rattraper. Et donc à tout à l'heure pour Patreon, ce sera juste après le dossier sur quel Mac choisir, et tout d'abord l'info de la semaine, c'est l'actu Samsung. Et oui, une fois n'est pas coutume, avec deux nouveaux smartphones pour concurrencer les iPhone 14 Pro et Pro Max, et le plus mauvais trimestre depuis 8 ans pour le géant coréen, à quelques heures de l'annonce des résultats d'Apple. Et qui c'est qui dit merci à Samsung ? Eh bien c'est Tim Cook. A tout de suite. L'événement de la semaine, c'est donc le lancement ce mercredi soir à San Francisco de la nouvelle gamme Galaxy S23 par Samsung, avec le smartphone haut de gamme du coréen, le S23 Ultra, et son capteur à 200 millions de pixels. Samsung qui, quelques heures plus tôt, a annoncé le pire trimestre depuis 8 ans. À peine, on l'a dit dans la quotidienne avec Fabrice, à peine 3,5 milliards de dollars de bénéfices. C'est moins 69% en un an sur un trimestre. Et ces résultats tombent alors qu'Apple s'apprête à officialiser ses propres chiffres. Ce sera jeudi soir à 22h30 avec un
un call, une réunion téléphonique avec les analystes à partir de 23h heure française. Vous aurez d'ailleurs droit à une quotidienne iWeek spéciale dans la foulée pour laquelle je serai accompagné de toi, Fabrice. Alors, on va évidemment parler des nouveautés de chez Samsung parce qu'elles nous intéressent. Elles sont exactement à l'opposé des annonces Apple dans le calendrier. On a presque l'impression que les deux marques se partagent l'année avec 6 mois chacune. Mais d'abord, ces chiffres, ces mauvais résultats pour Samsung. Eli, c'est quand même assez symptomatique que le géant Samsung n'échappe pas à la crise et moins 69%, ça fait mal aux bénéfices. Hein. Ah oui, ça, il y a quelques actionnaires qui doivent pas être heureux, mais le contexte est très compliqué pour tout le monde et il y a qu'Apple qui est dans une sorte de état de grâce, mais c'est pas le cas parce qu'ils vont annoncer leurs résultats et on en parlera, mais qui a l'air de surfer un rien, plus. Hein. On n'en sait pas, on n'en sait rien, mais ils vont pas forcément être formidables ces résultats. Hein. Oui, mais pour l'instant, en tout cas, sur ce qu'ils ont annoncé ou sur ce qu'on sait, ça sera inférieur, mais quand même, il semblerait que ça sera un peu mieux que la concurrence pour le moment. On n'en sait rien, c'est vraiment une hypothèse. Mais sinon, oui, c'est une année compliquée, un trimestre compliqué pour tout le monde. Fabrice, on en parlait dans la quotidienne. Alors, Eli disait un peu mieux, toi tu disais un peu moins mauvais pour Apple probablement dans quelques heures. C'est-à-dire qu'on a quelques signes avant-coureurs. On a parlé déjà, par exemple, qu'il semble que Tim Cook a prévu la chose et avait annoncé déjà qu'il réduisait de près de moitié son salaire, par exemple, qui est un symbole assez fort, qui, il me semble, on n'a pas vu, par exemple, du dirigeant de Samsung, qui lui aussi devait savoir à l'avance que ça allait barder un peu pour son matricule et il a pas fait ça. Bon, on est sur du symbole, hein, c'est-à-dire que même en coupant en deux son salaire d'une année, Tim Cook va pas être pauvre, ni plus riche ni plus pauvre qu'avant. Mais il y a ça, et puis des analystes ont commencé à dire qu'il y avait, je sais plus, entre 15 et 20 millions d'iPhone qui n'auraient pas été vendus dans la période. Donc c'est vrai qu'on s'attend à ce que les résultats d'Apple soient pour une fois véritablement décevants. Je dis véritablement parce que il y a eu des fois où même si Apple est plutôt bon dans le domaine de la prévision, en disant attention, on va avoir tel résultat, on essaye d'atteindre ça, et puis les gens de Wall Street sont des gens qui sont jamais contents, mais si la cible n'est pas atteinte à 1 ou 2 milliards de dollars près, c'est pas si grave que ça. Là, ce sera sûrement plus, donc c'est ça qui va faire des résultats qu'on va commenter jeudi, et des choses vraiment intéressantes, et plus intéressantes que la moyenne pour le coup, pour analyser ce qui va se passer pour la suite. Oui, parce que 20 millions d'iPhone à plus de $1000 l'iPhone, ça fait plutôt 20 milliards que 1 ou 2. Hein. Voilà, donc on est habitué, peut-être mal habitué, mais en tout cas habitué à ce que les résultats d'Apple grimpent toujours, soit toujours finalement d'un trimestre à l'autre, d'une année sur l'autre en comparant le même trimestre, toujours en hausse depuis des années. On a l'impression depuis tout le temps, depuis que Steve Jobs est revenu. Et il y a des chances que ça marque un coup d'arrêt assez sérieux, là, en tout cas pour ce trimestre-là. Ouais. Gilles, comment tu mets en parallèle ces mauvais résultats de Samsung et ceux d'Apple qu'on va avoir jeudi soir? Déjà, je ne vais pas te ressortir te faire une piqûre de rappel sur le syndrome de la copine moche. Mais c'est un peu ça qui risque de se passer. Alors, je voudrais pas rectifier, mais on n'est pas sur des pertes. On est sur de moins bons bénéfices. Même si moins 70%, c'est quand même pas rien. Mais ils font moins bien, je vais y arriver, que les années précédentes sur des contextes de contexte économique
sachant qu'il y a une question de positionnement. Samsung est sur de la moyenne gamme, voire de l'entrée de gamme, et c'est là où ils ont trinqué au maximum. Et si on se souvient bien des échos qu'on a eus au trimestre précédent, c'est aussi là où Apple a souffert. On a mis beaucoup de choses sur la moindre qualité ou la moindre attractivité de l'iPhone 14 par rapport au Pro ou au Pro Max. Et en fait, apparemment, si on regarde les résultats de Samsung, c'est ce segment-là qui souffre. Même si parler de téléphone moyenne gamme pour un iPhone 14 à plus de 1000 euros ou 1000 $, ça peut faire tousser quelqu'un de raisonnable. Mais c'est le très haut de gamme ou le haut de gamme qui se vend le plus. Et c'est ce qui explique aussi une partie, je pense, de ce qu'on va voir jeudi soir. Encore que on n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise, mais Tim Cook n'a pas réduit son salaire, il a réduit les bonus qu'il aurait dû se servir si vraiment ça avait été comme business as usual. Il l'a réduit de moitié quand même, hein, ce qui n'est pas il a réduit de négligeable. moitié. Il a dit j'ai pas bien bossé, j'ai pas mérité. Et voilà quoi. On est sur du téléphone. Sur ce qui est de l'activité fonderie, plus les résultats de Samsung sont en progression là. Donc on assiste peut-être aussi à une saturation du marché, un plateau dû à une maturité. Les gens renouvellent moins souvent, d'autant que il faut qu'ils paient le gaz et l'électricité, éventuellement à manger et la scolarité des enfants. Donc le manteau et le téléphone attendra l'année prochaine. Alors d'où l'importance de continuer d'occuper le haut du panier. Les iPhones arrivent en septembre, les nouveaux Galaxy arrivent en février, il y a exactement 6 mois d'écart. C'est pour ça que j'ai l'impression un peu que Samsung et Apple sont deux satellites autour de la Terre qui sont exactement chacun d'un côté de la planète et tournent sans jamais se rencontrer. Donc là, entre guillemets, la phase Samsung a démarré donc en ce 1er février, fin d'après-midi, avec ce lancement qui a eu lieu à San Francisco. Donc on parle des Galaxy S23, c'est la nouvelle gamme de smartphones premium de Samsung. Alors avec 3 modèles, hein, le S23, le S23 Plus et le S23 Ultra. Alors, il y a beaucoup de choses à vous dire et beaucoup d'infos à partager avec vous. On va commencer par le S23 Ultra qui va venir directement essayer de concurrencer les iPhone 14 Pro et Pro Max. Sa caractéristique la plus impressionnante, c'est donc ce nouveau capteur à 200 millions de pixels. Sachant que le précédent sur le S22 et je crois depuis le S20 était à 108 mégapixels. Alors, Samsung parle de très haute résolution. L'idée, c'est de pouvoir cropper dans l'image, de regrouper éventuellement les pixels et de prendre 4 pixels pour en faire un ou d'en prendre 8 pour en faire un. Donc, c'est ce que fait Apple. Oui, mais pas avec 200 millions de pixels au départ. C'est combien sur un iPhone 14 Pro ? 48. Voilà, donc on passe de 48 à 200 chez Samsung. Alors, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que les capteurs sont de meilleure qualité ? Est-ce qu'ils sont plus sensibles à la lumière ou pas ? Il faudra qu'on fasse les tests pour évidemment comparer les qualités purement photo à la fois des derniers iPhones et de ce nouveau Galaxy de chez Samsung. Donc l'idée, c'est qu'on peut exporter des images au format RAW désormais en 50 millions de pixels avec le Samsung, ce qui est quand même pas mal. On a un zoom optique x10 sur l'Ultra, optique, hein, et x100 en numérique. Le processeur, alors c'est une des nouveautés, c'est que Samsung, qui utilisait à la fois des processeurs Qualcomm aux US et Exynos dans le reste du monde pour ses Galaxy, maintenant met du Qualcomm partout.
Donc c'est la toute dernière génération de processeurs Snapdragon 8, deuxième génération, qui a été co-développé entre Qualcomm et Samsung. Donc il y a une forme d'uniformisation mondiale du processeur qui équipe les téléphones. Que vous dire d'autre en termes de caractéristiques? Alors vous avez sur ce S23 Ultra, donc c'est un écran de 6,8 pouces. Je crois qu'il n'y a pas de changement par rapport au S22 Ultra. C'est de la Quad HD+, 500 pixels par pouce, une luminosité de 1750 nits. Elle était de 1300 sur le modèle S22 équivalent. Les batteries gagnent 200 mAh. Donc on est sur une batterie de 5000 mAh dans le S23 Ultra. Les stockages pour l'Ultra, ça commence à 256 Go. Et les prix, alors c'est là où c'est intéressant. Il y a effectivement une augmentation des prix par rapport à la gamme précédente, mais elle est assez légère. Et c'est sur l'Ultra qu'elle est la plus faible, puisque l'Ultra ne coûte que 60 € de plus que le modèle qu'il remplace. Donc il y a très peu de variations. Sur le S23+, il y a 110 € de plus, et sur le S23, il y a 100 € de plus. Donc il y a une inflation, mais que je trouve assez mesurée chez Samsung. L'une des grosses tendances, c'est l'utilisation de pas mal de matériaux recyclés. Du plastique, alors dans les touches, dans le stylet, dans le film protection arrière du téléphone, vous savez, quand on le déballe et qu'on enlève la protection, bah ça c'est du plastique recyclé aussi. Le verre de l'écran est recyclé, il est fait à 22% de verre recyclé. Alors c'est pas un verre complètement recyclé, mais il y a 22% de verre recyclé dans l'écran du téléphone. L'aluminium aussi est recyclé, du tiroir de la carte SIM, de la touche d'alimentation, des touches de volume. Et les colorants sont d'origine naturelle. Voilà. On a un effet Apple là aussi. Il y a un effet écolo, je pense, plus globalement. Ouais, mais on a un leader. C'est la raison pour laquelle Greenpeace appuyait très fort sur la tête d'Apple et pour essayer de les faire bouger et de faire chaque fois qu'ils avaient un agenda. Vous êtes les leaders du secteur, vous devez montrer l'exemple et du coup le reste de l'industrie suit. Ce qui est intéressant, c'est la batterie qui augmente de capacité. Il faudrait voir comment ça donne en durée d'utilisation. Le zoom optique sur un appareil qui est tenu à bout de bras, même la plupart du temps, même avec un stabilisateur physique et numérique, je demande à voir sur le résultat, a fortiori avec des cellules sensibles, des photosites aussi petits que ceux d'un smartphone. Dès qu'il y a un mouvement, un tout petit peu de mouvement, on a un effet de flou qui est accentué davantage à mesure que le photosite est plus petit. Ouais, alors quand même, je dirais que oui, tu as raison, Gilles, mais sur un iPhone 14 Pro et Pro Max, on est sur un zoom optique x3 maximum. Là, on est sur un zoom optique x10. Alors Samsung l'a pas précisé, mais je crois bien que c'est du périscopique sur le S22 déjà. Donc j'imagine qu'ils ont conservé ce zoom périscopique qu'on annonce sur l'iPhone 15 Pro et Pro Max ou Ultra en fonction du nom qu'il aura. Tu parlais de stabilisation optique, Gilles. Il y a effectivement un stabilisateur qui a été amélioré sur l'Ultra, qui est 2 fois plus large. Alors, ils ont donné des pourcentages, dans des angles. Ils passent de 1,5 degré à 3 degrés. J'imagine que c'est une capacité
rattraper des effets de bouger. Et puis un dernier mot pour vous parler de la vidéo, puisque le S23 Ultra filme en 8K à 30 images secondes, alors que le S22 était à 24, donc uniquement à la cadence cinéma. Voilà pour ces nouveaux smartphones de chez Samsung qui seront dispo le 17 février. Et les précommandes ont commencé il y a quelques heures au moment de l'annonce par Samsung. Et pour vous dire aussi, il y a une offre de précommande qui est, si vous commandez un de ces smartphones avant le 17 février, vous avez le double de stockage en cadeau. Voilà. Si vous commandez un 512, vous avez un modèle 1 Tera, etc. Et si vous avez un téléphone qui mérite une reprise, Samsung abonde la valeur de reprise de 150 € pour l'achat d'un Galaxy de la gamme S23. Voilà. Vous savez tout sur les nouveaux Samsung. On n'est pas du tout dans un effet Apple, hein. On efforts de reprise et de doubler la mémoire et des choses comme ça. Et puis l'année dernière, il y avait pour ceux qui... Non, mais c'est des vrais avantages concurrentiels. C'était pour le Pixel et on pouvait avoir des écouteurs Pixel Buds, etc. si on précommandait. Donc ça... ils sont bien obligés. En même temps, vu ce qu'on a dit sur les résultats tout à l'heure, il faut qu'ils fassent un effort. Hein. Bon, est-ce que vous voulez que je vous donne les prix ? Parce que évidemment, c'est ça qui va aussi être comparé. Hein. Je vous donne les prix, puis on discute après. Hein ? Donc le S23 Ultra en 256, 1419 €. En 512, 1599. Et en 1 Tera, 1839. Ellie, qu'est-ce que les prix t'inspirent par rapport au prix de la gamme iPhone 14 Pro Max ? C'est cher aussi, hein. Donc c'est tous des téléphones à des prix élevés. Après, les caractéristiques sont différentes en attendant l'iPhone 15 ou les iPhone 15, mais on est maintenant dans des prix qui sont 1400, 1600, 1800, 1900. On est dans des gammes ultra premium, quoi. Donc réservé à une petite minorité mais qui achètera ça parce que ce sont des fidèles, mais ce n'est pas des pricing destinés à attirer des nouveaux consommateurs. Ils ne risquent pas de piquer énormément de clients fidèles à Apple avec des prix comparables parce que l'environnement est différent. Ça, je suis assez d'accord. Pour la partie bien servie au niveau des capacités et des composants, on n'est pas dans le même modèle. Samsung, alors c'est pas condescendant du tout, hein, c'est comme une table d'hôte dans une ferme auberge avec une partie premium et qui mériterait des étoiles. Au Michelin, c'est pas le problème, mais on peut se permettre de mettre davantage de produits, de quantité dans ce que va obtenir le client à la base parce qu'on produit la matière première. Apple, c'est pas du tout la même chose. Ils font, c'est eux qui conçoivent, mais ils font faire à l'extérieur et ils payent ces composants. Alors, ils les facturent, ils n'en font pas cadeau à leur client final, mais on n'est pas dans du tout dans le même cas de figure. C'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre, que Samsung peut se permettre d'en mettre 13 à la douzaine. Et d'ailleurs, ils ont toujours fonctionné comme ça, y compris pour le marketing avec le carnet de chèques ouvert, enfin le carnet de bons de réduction ouvert. Fallait être vraiment accro à la marque et se précipiter sur les dernières nouveautés pour payer le prix fort. Parce que un mois ou un mois et demi après la sortie, ils commençaient déjà à avoir des réductions, et c'est quelque chose de revendiqué. À la base, ce sont des vendeurs de poissons crus, donc on vend tant que c'est très cher. Non, c'est le modèle du sashimi, c'est revendiqué. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus. On vend très cher
quand c'est ultra frais, et au fur et à mesure que le produit se déprécie parce qu'il avance et que les autres bateaux rentrent avec leur propre cargaison, leurs propres produits, on baisse les prix et on fait comme ça avec la cargaison d'après. Très, très, très intéressant ta comparaison avec le sashimi, Gilles. 2-3 choses que j'ai oublié de vous dire pour vraiment être complet. Donc tous les modèles, si je ne fais pas d'erreur, de S23 sont 5G et Wi-Fi 6E. Précision importante. L'Ultra, qui en fait est le téléphone qui a fait la synthèse du smartphone et de l'ancien Galaxy Note chez Samsung, c'est-à-dire cette phablette, on appelait ça comme ça, hein, Fabrice, à l'époque. Ce format intermédiaire. À l'époque, entre on disait tablette pour des écrans qui faisaient à peine 5 pouces. C'est ça. Donc l'Ultra est livré avec un stylet, donc c'est le S Pen dans le cas de Samsung. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Dernier point, le rafraîchissement de l'écran. Sur l'Ultra comme sur l'iPhone, on est sur un rafraîchissement variable qui va de 1 à 120 Hz. Donc on retrouve la même techno que celle qu'avait inaugurée Apple et qu'on avait découverte avec l'Apple Watch, si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire globalement ? Bon, Élie, on a eu ton sentiment, et Fabrice ? On va dire dans la course à l'échalote entre Apple et Samsung, c'est un peu la poule et l'œuf qui est... Est-ce que c'est forcément celui qui annonce ses smartphones le plus récemment qui est le plus avancé technologiquement ? Alors, pas vraiment, parce qu'on sait aussi que pour Apple comme pour Samsung, la conception, ça prend 2-3 ans. Hein, donc, le choix, notamment des caractéristiques techniques, se fait quand même pas mal en amont. Et puis avec quelques ajustements sur tiens, quand même il y a le camarade d'en face qui a fait, par exemple, qui a mis un écran à rafraîchissement variable, c'est vachement bien pour la qualité visuelle et aussi pour l'économie d'énergie. Tiens, alors il y a peut-être un qui va copier ça. Après, à l'inverse, on pourrait dire que Apple est arrivé après pour l'augmentation du nombre de mégapixels sur le capteur, et justement de faire une sorte de zoom comme on a vu avec l'iPhone 14 Pro en utilisant que les 12 mégapixels du milieu pour faire un zoom optico-numérique x2. Donc non, ils se battent sur du très haut de gamme avec les mêmes prix. C'est vrai que Samsung quand même essaye depuis des années de reproduire là pour le coup un modèle à la Apple on propose un écosystème aussi complet que possible, voire même dans certains cas plus qu'Apple, puisque Apple ne fait pas de frigo par exemple, alors que Samsung oui. C'est vrai. Et c'est fait aussi pour fonctionner ensemble malgré tout. Non. Et il y a le Galaxy Store pour les applications, etc. On peut, si on le souhaite, avoir un appareil Galaxy, enfin Samsung, et ne naviguer que dans la Galaxy Samsung, si j'ose dire, comme on reste dans l'écosystème d'Apple. Donc ils se battent de manière assez proche finalement. Mais alors j'en reviens quand même, je trouve qu'ils ont du coup tous les deux, dans le haut de gamme, je pense aussi le même problème, c'est que Ellie tout à l'heure évoquait les fidèles. Alors il y a, je pense, plus de fidèles d'Apple que de fidèles de Galaxy, mais tout de même il faut être fidèle à quelque chose pour pouvoir dépenser 1 500 € pour un smartphone, qui dans certains cas peut tout à fait se justifier. Ce sont des produits vraiment haut de gamme et qui offrent des fonctions formidables. Mais les améliorations se font de plus en plus à la frange. C'est-à-dire que passer de 100 mégapixels à 200 mégapixels, ça ne change pas la vie de la même façon que quand on est passé de 2 à 5 sur un smartphone en 2010, et puis de 5 à 7, etc. Quoi. Et là, on se bat quand même sur des trucs qui commencent à toucher de moins en moins de monde en dehors du prix. Et je pense que c'est aussi pour ça que les prix montent, c'est que le nombre malgré tout, je pense que le nombre de
d'unités vendues baisse ou va baisser parce que on change moins quand même. D'une part, c'est une question de positionnement. Il faut être présent sur le haut de gamme et empêcher les concurrents, de gagner de l'argent. C'est pour ça que Samsung a absolument voulu se battre pour avoir la tête hors de l'eau à côté d'Apple, respirer un peu de cet air frais, parce que sinon, ils étaient étouffés dans cette moyenne ou moyenne gamme supérieure. D'autre part, est-ce que ce que disait Fabrice, c'était rigolo sur le coup des réfrigérateurs, mais c'est à la marge, ça n'a pas de sens, c'est du marketing. En fait, c'est exactement comme quand... Ah, ils y croient très fort, hein, je peux te dire. Pour le moment, pour moi, c'est comme quand IBM disait en 1980 pour vendre ses PC... de toute façon, vous pouvez y aller, ils sont compatibles avec nos mainframes, vous aurez un système complet, et en fait, que dalle, ça a été compatible avec rien du tout, et pas Windows, mais le MS-DOS à l'époque, n'était même pas compatible avec le code ASCII qu'ils avaient mis... qui était censé être la norme pour tout le monde. Donc, bah c'était vrai pour IBM à l'époque, mais ça l'est de moins en moins pour Samsung, par exemple, hein, Gilles. Faut être honnête, là. Hein. C'est vrai qu'au début, c'était peut-être sans doute un peu du vent et une douce illusion de faire parler son frigo avec sa télé. Maintenant, ça commence quand même à être le cas. Alors, quitte à, d'ailleurs, à reprendre des idées des autres, hein, notamment d'Apple, puisque par exemple les Buds, là, les AirPods de Samsung ont une fonction qui s'appelle Auto Switch et qui passe exactement comme les AirPods d'un Galaxy à un portable PC Samsung de manière transparente et sans avoir à toucher à rien. Donc c'est pas forcément leurs idées. Et la télé aussi, j'imagine. Voilà, et la télé aussi, évidemment. Donc c'est pas forcément leurs idées. Ils se sont inspirés souvent des autres, mais ça commence à ressembler à l'expérience qu'on a, en partie en tout cas, dans l'univers Apple. Avant qu'on referme cette page Samsung, parce qu'on n'est pas la semaine Samsung, hein, vous avez remarqué. Ah bon? Je sais, Eli, que tu es choqué, mais on est dans l'écosystème et je trouve ça super important. C'est pas les derniers des cloneurs chinois, donc c'est important de suivre ce qui se passe en face. Ce qui est important, c'est que l'annonce de ces téléphones, elle se fait en même temps que l'annonce d'une nouvelle gamme de portables PC qui je vous en parle 2 minutes, vous allez le voir, ont quand même un certain nombre de points communs avec les MacBook Pro 14 et 16 d'Apple. Ne serait-ce que parce qu'ils ont la même diagonale d'écran. Ils s'appellent les Book Pro. Alors, il y a plusieurs modèles, mais celui qui attire notre attention, c'est le Book 3 Pro, le Samsung Book 3 Pro, Samsung Galaxy Book 3 Pro pour être précis, donc en 14 et 16 pouces. C'est un écran 16 dixièmes OLED. En fait, c'est du Dynamic AMOLED avec une fréquence d'affichage qui varie de 60 à 120 Hz. C'est de la résolution 3K, 11 mm 3 d'épaisseur, 1,17 kg. Je vous donne tout de suite les prix parce que c'est intéressant. Le 14 pouces est à 1 999 € et le 16 pouces à 2 099 €. Alors, prix de départ, après ça dépend évidemment des configurations. On trouve sur ces bébés donc un port HDMI 2.0 et pas 2.1, 2 ports USB-C Thunderbolt 4 et pas 3, un port USB-A, histoire de rester compatible avec les anciens câbles, un lecteur micro SD, un jack pour des écouteurs ou un micro, une webcam Full HD avec un angle de vue à 87 degrés, cadrage automatique, on appelle ça cadre centré chez Apple, hein, n'est-ce pas? Surprise. Mec, ils ont réparé leur photocopieur finalement. Le PC Samsung applique automatiquement un flou sur votre arrière-plan si ça vous arrange. Ah bah oui. Et puis
il gère la correction automatique de l'éclairage. Vous avez aussi 4 haut-parleurs AKG Dolby Atmos, sachant que le portable est légèrement surélevé pour que le son puisse passer par en dessous. Ça, c'est assez marrant. Il y a 2 micros avec réduction de bruit bidirectionnel. L'autonomie, alors intéressant, elle est annoncée en lecture vidéo, 18 heures sur le modèle 16 pouces, en lecture vidéo, hein, et 16 heures, presque 16h30 sur le 14 pouces. Voilà. À l'intérieur, c'est de l'Intel gamme P certifié Ivo de 13e génération. Donc ça, c'est les 2 modèles 14 et 16 pouces qui ressemblent les plus aux nôtres. Et puis, il y a un modèle qui s'appelle le Galaxy Book 3 Pro 360. Pourquoi 360 ? Parce qu'il y a une charnière qui fait qu'on peut complètement retourner l'écran. L'écran est tactile. Il est fourni avec un stylet. Et ce portable-là vaut 2199 €. Voilà. Et puis il y a un modèle... Est-ce que tu as le... Pardon. Ouais, et puis il y a un modèle... le poids de celui-là, du 360 ? Il est légèrement plus lourd, mais ça se joue à moins de 100 grammes, je crois. Il doit faire 1,3 kg. Et puis il y a un troisième modèle, enfin une troisième gamme, on va dire, qui est le Galaxy Book 3 Ultra. En fait, c'est le même que le Book 3 Pro, mais avec une puce Intel améliorée, parce que c'est la gamme H au lieu de la gamme P. Donc en fait, ça correspond à du i7 et du i9. Et puis il y a une carte graphique dédiée Nvidia. Dans un cas, vous avez une RTX 4050 et dans l'autre cas, une RTX 4070. Là, on est sur 1,79 kg, 16 mm 5 d'épaisseur. Et donc, les prix, alors là, c'est nettement plus cher. Hein. 3499 € pour la version i7 et 3899 € pour la version i9. Voilà, vous savez tout sur les annonces Samsung. Qu'est-ce que ça vous dit du côté des portables ? Qu'il va falloir changer les mugs. C'est con, on vient de les faire. Bienvenue chez Androweek. Alors, Ellie est proche de l'apoplexie, il va falloir qu'on appelle le SAMU. Non, il faut savoir que c'est les portables sur les derniers... qui achèteront peut-être ceux qui ne prennent pas des MacBook Pro, hein, donc c'est pas négligeable. Il faut des trucs pour des gens qui sont pas prêts à acheter du Mac, même s'ils sont de plus en plus nombreux. Et alors tout le monde a rigolé sur la photocopieuse, etc. Mais c'est pas condescendant du tout, encore une fois. Ce que je vais dire, c'est que Samsung se baptise, il s'enorgueillit d'être le suiveur le plus rapide du marché. Donc, ils vont, tu fais un pas en avant, tu vas l'avoir au flottant, s'ils considèrent que c'est important. Je voudrais revenir sur les sorties décalées. Au départ, Samsung sortait ses Galaxy de haut de gamme un tout petit peu avant Apple, fin août, pour essayer d'annuler l'effet nouveauté des iPhones. Ils se sont aperçus que c'était contre-productif et ils ont décalé à 6 mois plus tard pour pouvoir ne pas avoir cet effet d'étouffement de l'iPhone qui sortait juste après, un peu. Donc ils sont mis exactement aux antipodes, comme ça. C'est comme si ils la ont ligne 6 mois pouvait... où ils peuvent en vendre, hein, parce qu'après, dès qu'on approche de la sortie des iPhones, c'est fini, c'est mort. Donc, c'est exactement ce que je disais. Et en termes de comparaison également, par rapport à un effet presse, on sait combien c'est important pour Apple et pour les ventes. Ça rappelle ce dont il était question il y a une semaine ou deux, c'est-à-dire la présence ou pas d'Apple sur ce marché du portable avec écran tactile et présence ou pas de l'Apple Pencil. Bon,
il reste quelques mois pour voir ça. Ouais. Le modèle 360 là est intéressant parce que il occupe un vers lequel on a quand même de plus en plus d'utilisateurs qui aimeraient voir aller Apple. Hein. Dire, tu posais la question du poids, Fabrice, ça t'intéresse ? Mais non, mais oui, parce que c'est ce que vient de dire Gilles, et c'est intéressant parce que depuis qu'on en parle, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Moi, j'ai pas mal réfléchi aussi, et il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que entre aujourd'hui et il y a 10 ans, il y a une génération de gens qui ont quand même utilisé uniquement des écrans tactiles ou presque, et qui ont juste l'habitude de mettre le doigt sur l'écran de temps en temps. Et donc il y a des avis qui commencent à se faire entendre en disant mais il suffirait un MacBook Pro aujourd'hui, un MacBook tout court en tout cas, on parle pas des ordinateurs de bureau naturellement, mais qui aurait un écran tactile. Même avec macOS en l'état, ça suffirait pour que permettre d'appuyer sur un bouton OK de temps en temps, parce qu'on a juste le réflexe, on peut taper dessus, faire défiler une page web, on n'a pas besoin d'un gros bouton, on fait défiler directement la page web, et on a tous l'habitude de faire ça, et ça nous est tous arrivé depuis qu'on a des iPads, de même sans y penser, de placer le doigt sur l'écran, parce que tiens, naturellement en fait quand même l'interaction avec le doigt est quand même très naturelle. Donc et Ellie fait non du doigt comme ça. Ellie fait non du doigt, au début oui, mais maintenant je t'assure c'est passé, hein. À force de me taper sur les mains, je touche plus. Oui, mais tu vois, Ellie, si tu es obligé de te taper sur les doigts, c'est que du coup, il faut tu chasses le naturel qui, attention, quand on le chasse, il revient au galop. Et donc, et le fait est que après l'échec flagrant de Windows 8, qui a voulu faire de Windows un système d'exploitation touch first, donc tactile d'abord, Microsoft a vachement bien réagi et a fait Windows 10, puis maintenant Windows 11 qui a un mode tactile où il y a les endroits nécessaires sont un petit peu grossis pour pouvoir appuyer dessus avec nos gros doigts, et le fait d'avoir un écran tactile, ça veut pas dire que l'interface devient totalement tactile. Voilà, c'est ce qui... Moi j'ai beaucoup évolué là-dessus ces 2 dernières semaines, parce que en y pensant, en fait, il suffit. Le but, c'est pas de faire tout forcément tactile comme l'iPad, mais pour certains, avoir éventuellement un écran tactile pour de temps en temps s'en servir, ça peut être intéressant. Et donc, du coup, tout ce qui se passe dans le domaine du PC avec des facteurs de forme, comme on dit en bon franglais, donc des machines qui sont plus innovantes qu'un ordinateur portable classique. Ça commence à prendre et les gens sont intéressés, et alors le côté pouvoir le retourner en 360 et puis pouvoir l'utiliser comme tablette, je demande le poids parce que 1,3 kg c'est beaucoup pour utiliser une tablette quand même. Donc là dans ce domaine là je pense que l'usage est très restreint, mais un ordinateur portable même traditionnel avec un écran tactile, il y en a qui seraient très contents d'avoir ça sur un Mac, même si c'est juste pour faire défiler une page web de temps en temps. En fait, Apple a mieux, mais ça va coûter cher. Parce qu'on ne va pas toucher l'écran et le salir de nos gros doigts. On va regarder l'écran avec le casque vert. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, qui est géniale, je vous donnerai le lien, et qui montre le potentiel du casque Apple pour un utilisateur au niveau de l'interface. Et ça peut être étonnant, mais ça coûtera 3000. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais on touchera pas toucher l'écran. Gilles, la conclusion est à toi. Oui, Fabrice avait raison, il y a un problème d'interface, et c'est difficile sur quelque chose de sensorimoteur, c'est-à-dire de l'ordre du réflexe, qui est en deçà, un peu comme la conduite avec une voiture à boîte de vitesse manuelle. On fait des choses sans y penser, et il y a un certain nombre de choses dans l'interface utilisateur sur un ordinateur qu'on fait par réflexe sans y penser, et le fait de passer du clavier ou de la souris au touchpad au tactile fait qu'on a les appareils mixtes
comme ces PC dont on retourne les tablettes, les écrans pour les transformer en tablettes, sont... c'est comme des hydravions, c'est ni un bon bateau, ni un bon avion. Bon, voilà pour les actus Samsung. C'était l'info de la semaine parce que fatalement, une fois par an, il se passe des choses en face et ça nous intéresse parce que ça va aussi sans doute rebooster Apple et inciter les équipes à sortir un iPhone 15 encore plus en avance que ce que propose Samsung à partir de la mi-février. Allez, on se retrouve dans un instant avec... Ou pas. Encore plus cher. Non. Allez, on se retrouve dans un instant, bande de garnement, avec notre dossier de la semaine. Comment choisir son Mac en ce début 2023 ? Et juste après, on vous parle du nouveau Patreon d'iWeek. À tout de suite. Comment choisir son Mac en ce début 2023 alors que le processeur Intel n'a pas totalement disparu de la gamme, le Mac Pro est toujours là, la transition n'en finit pas de se terminer et plusieurs générations de processeurs Apple cohabitent désormais, ce qui rend ces choix pas forcément évidents. Et je vous le dis d'autant plus que je viens de recevoir un Mac Mini M2 Pro pour le tester. J'ai hâte de savoir ce qu'il a réellement dans le ventre, ce nouveau Mac Mini que tout le monde présente comme une super machine, j'en doute pas. Mais du coup, rien que ce Mac Mini, on va avoir envie de le comparer au Mac Studio, voir comment ça se passe, et puis faire des calculs savants entre les configurations et les prix pour faire le meilleur choix. Si je vous posais la question aujourd'hui, mes amis, d'acheter un Mac là demain, alors pour votre usage évidemment, quel est celui que vous prendriez ? Allez, vous avez 30 secondes chacun. Hein. Gilles ? Je suis bien embêté. Je me rends compte que ma configuration en portable de 2018 prend de l'âge pour tester des nouveaux softs. L'iMac, n'en parlons pas, il a passé la dizaine. Donc, je prends toutes les suggestions et je vous écoute, mes amis. Je suis tout oui. Non, mais tu es capable de choisir. Supposons que tu as le budget, mais que tu prends le Mac qui est le plus adapté à tes besoins. Ce serait quoi ? Un Samsung M3. Non, mais j'ai déjà essayé de chasser une mouche sur l'écran avec le pointeur de la souris. Donc, ne me parle pas d'écran tactile. Bon, c'est bien. Bon, quel modèle, Gilles ? Mouille-toi. Éventuellement, un portable, en les cas actuels des choses, le 14 ou le 16 en M2, parce que c'est celui qui durera le plus longtemps des deux. Mais je suis embêté quand même par rapport à la suite. J'ai l'impression d'être dans un entre-deux là, avec la nouvelle génération de puces qui arrive. Et on sait que chez Apple, c'est jamais anodin, ce genre de passage. Ouais, bon, donc j'entends qu'un M2 Pro te suffirait. Clairement, si celui que j'ai là devant moi devait tomber en panne. Sinon, je risque d'attendre encore un an ou deux. Un an ou un an et demi. Tu veux du 3 nanomètres, quoi. Ouais. Parce que c'est pas anodin ce type de changement de marque chez Apple, de marche chez Apple. Ok, Gilles, alors je pose la même question à Ellie. Eh bien, qui hésite depuis des mois. Mais oui, mais dans la gamme actuelle et après les avoir tous testés vraiment, sans hésiter, le 14 pouces en configuration 1 Tera, 16 Go 1 Tera. Et quel processeur ? Pas forcément un Max, c'est pas la peine. Donc un Pro me suffit. M2 Pro. Oui. Et 16 Go te suffisent, du coup. 16 Go avec ce type de processeur me suffisent. J'ai fait des tests avec des machines en 8 Go qui marchent de façon étonnante. Donc 16 pour le confort et le 1 Tera parce que d'abord le SSD est plus rapide, donc on va éviter la polémique. Et deuxièmement parce que mais je sais. Et ensuite, parce que vraiment, moi, si j'ai pas 1 Tera, je sais pas où je mets mes choses. Hein, parce que j'ai beau faire des tris, en moins d'1 Tera, je ne sais pas faire. Ouais. Fabrice, à toi la patate chaude.
Pour moi, ma machine au quotidien, c'est un Mac Mini M1. Que j'ai pas besoin de changer maintenant, mais si je changeais, je prendrais la machine que tu vas tester, un Mac Mini M2 Pro avec 16 Go de RAM, ça me suffirait, 512 de SSD. Moi, je m'en tire très bien avec 256 de SSD, alors avec 512, je serais bien à l'aise, moi. Mais parce que je fais d'autres choses, c'est-à-dire que je stocke aussi sur un NAS, donc je stocke pas tout sur en local. Et voilà, parce que le Mac Mini, ce Mac Mini, on l'avait évoqué quand il a été annoncé, avec la puce M, qu'elle soit 1 ou 2 Pro, c'est ce qui manquait. Et ça me donnerait un petit surcroît de puissance. C'est pas que ça me manque aujourd'hui, mais ce serait vraiment du confort. Et pour ce que je fais, ce serait très largement suffisant. Juste là-dessus, sur la puissance, tu vois, tu demandais, Benjamin, pour ceux qui prendraient justement des MacBook Pro, alors tentés par le M2 Max, par exemple. Alors c'est mon usage, hein. Moi j'en ai pas besoin, ça me tente pas du tout, et ça m'évoque une question posée par Dan Moren, qui est un journaliste qui écrit sur le site Six Colors avec Jason Snell, et qui en gros il a posé la question, mais qui a besoin de tant de puissance, et il parlait du M2 Pro, même pas du M2 Max. Et je sais que mon disque est rayé, mais parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces surcroîts de puissance s'adressent à de moins en moins de monde, quoi. C'est-à-dire que, et c'est ce que je trouve génial en même temps, parce que le M2, le M1 tout court, le M2 tout court, à 8 Go de mémoire, comme l'évoquait Ellie tout à l'heure, ce sont des machines, mais qui font tout ce qu'on leur demande sans éternuer, sauf, à part, il y a des traitements comme toi tu fais, Benjamin, par exemple, avec Isotope et des machins comme ça, de traitements qui bénéficient d'avoir de la puissance supplémentaire, mais ce sont des machines extraordinaires pour un prix abordable. Donc, ouais. Alors j'entends Gilles dire, Apple qui est génial. J'entends Gilles dire qu'il n'est pas d'accord. Gilles. Non, parce que les softs de traitement de l'image, maintenant, on est dans la dynamique Wintel des années 2000, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de puissance et d'intelligence, et les développeurs, les studios sont là comme des gamins dans un magasin de jouets, et s'en donnent à cœur joie, ils se jettent là-dessus et font tout ce qu'ils veulent avec, et donc on a des softs qui deviennent de plus en plus gourmands, qui font des choses de plus en plus merveilleuses, et du coup il y a cette c'est comme quand tu arrives dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, avec 2 ou 3 pièces de plus, tu trouves ça immense au départ, et au bout de 3 ans, tu ne sais plus où mettre les choses, parce que tu te trouves à l'étroit. Et puis c'est aussi un gage de longévité de ta machine, et je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel économique, mais également géopolitique, et au niveau du climat, de l'énergie disponible, on puisse changer les machines et les ordinateurs aussi régulièrement qu'on a pu le faire les 10 ou 15 dernières années. Oui, mais tu seras d'accord pour dire que les studios qui font des dessins animés, c'est certes un public qui en achète des centaines, mais ça reste quand même une super niche. C'est-à-dire que le commun des mortels qui travaille à la maison, qui fait ses devoirs, ou qui a une petite entreprise, il n'a pas besoin de cette puissance-là. Si tu veux acheter un soft de traitement d'image, de dérotisation, etc., il y a plein de photographes professionnels ou d'amateurs ou amateurs avancés qui... c'est pas une niche, c'est une part pas très grande c'est une niche.
Mais c'est Je veux dire, pas une critique. c'est la C'est pas une critique. définition de la définition de la niche, on va dire un chenil à ce moment-là. Mais on parle pas exactement de la même chose, Gilles. Pour moi, c'est pas mon sujet. Le sujet, c'est que si on se replace il y a 20 ans, quand on achetait avec pas mal de difficultés parce que c'était cher des ordinateurs qui, au bout d'un an, étaient lents parce qu'en fait, on les achetait, ils étaient déjà lents. Aujourd'hui, et le Mac Mini, quand on est dans notre petit monde à nous, pour 700 €, on a une machine qui est extraordinaire et qui est encore extraordinaire au bout d'un an, encore au bout de 2, qui est super au bout de 3 et qui dure comme ça pour les gens qui font du web, qui font de la photo avec leur téléphone. Et je n'ajoute pas, dès qu'on commence à parler du logiciel de traitement d'image pour faire ceci, cela, on sort, à mon sens, de ce que sont les vrais gens, de ce que font les vrais gens. C'est en ce sens qu'on dit niche. Alors c'est peut-être un gros chenil, j'entends bien, c'est un certain nombre de gens, mais c'est pas le gros du marché, quoi. Et c'est ça que je trouve assez génial dans la transition vers les puces Apple Silicon, c'est que on a des machines en rapport valeur-prix qui ont tout cassé, qui ont tout changé de ce point de vue-là, je trouve. Oui. Alors, pour revenir à notre sujet, qui est de choisir son Mac en ce début d'année, j'ai été surpris, Fabrice, de t'entendre dire que tu te contenterais sans problème d'un Mac Mini avec 512 de SSD. La lenteur relative du SSD des Mac Mini et du MacBook Air en version 256-512, ça t'embête pas ? Alors, c'est une bonne question. C'est toute la difficulté du choix des machines en ce moment. C'est pour ça qu'on en parle, en fait. En termes de capacité de stockage, moi 512 Go me suffirait, mais effectivement je me poserais la question de passer à plus, parce qu'il faut donc rappeler de quoi on parle. C'est apparu avec le MacBook Air M2. Lorsque les premiers tests sont sortis du MacBook Air M2 en version de base, donc équipé de 256 Go de stockage, les premiers testeurs se sont aperçus que, en gros, le SSD, le stockage de ce MacBook Air M2 était 2 fois plus lent que le stockage du MacBook Air M1. Et on a vite découvert pourquoi, c'est que Apple a changé sa façon de fabriquer et que les 256 Go de stockage sur le MacBook Air M1 étaient composés de 2 puces soudées sur la carte mère, alors que sur le M2, il n'y a qu'une seule puce. Et donc, c'est le fait de pouvoir utiliser ces puces en parallèle qui rendait ces SSD ultra rapides. Oui. Alors que sur le MacBook Air M2, les SSD n'étaient plus ultra rapide, mais seulement rapide, parce que disons tout de suite que ça n'en fait pas des machines lentes, hein. Non, loin de mais là. il y a loin de là. Et donc en utilisation au quotidien, et je commence à répondre à la question pour moi, je pense pas que moi ça me changerait la vie non plus, justement. Voilà. En revanche, ça participe quand même à la complexification, je trouve, du choix des machines, parce que je trouve qu'à cause de ça et puis d'autres choses qu'on va évoquer tout à l'heure, que Apple a un petit peu perdu sa recette de simplicité. Parce que quand on était à l'ère Intel, par exemple, Apple faisait le choix des puces Intel à mettre dans les Mac, sachant que quand on regardait et on regarde encore le catalogue des processeurs Intel, c'est incompréhensible tellement il y a de modèles différents. Alors c'est Apple qui faisait le choix pour nous. C'est ce que je me suis dit quand j'étais chez Samsung l'autre jour. C'était j'avais deux processeurs qui avaient l'air identiques. Ils étaient tous les deux certifiés Evo, mais l'un s'appelait H, l'autre s'appelait P. Ouais. Et puis mais c'est incompréhensible. Celui qui s'appelle H. Attends, moi je me trompe. Oui, je dois me tromper. Laisse tomber, tu vas te tromper tout de suite. Ouais, je vais me tromper, tu vois. Et en fait, c'est des i7 et des i9. Alors pourquoi les appeler H ? Ah bah. Pardon. Hein. Mais oui. Non mais c'est exactement ça. Mais du coup, tu vois, Apple nous simplifiait la vie.
Et c'était aussi un peu pour moi l'arrivée des puces Apple Silicon. Je me disais, tiens, ils vont faire à peu près pareil que ce qu'il y a sur l'iPad, pour comparer rapidement. Tu vois, quand on prend un iPad, il y a un A12, A13, A14, ou M1 ou M2, point, et puis c'est l'iPad, et puis ensuite on choisit son stockage, et puis tout va bien, quoi. Là, on se retrouve, alors que c'est Apple qui maîtrise tout, avec donc déjà une gamme, alors M Pro, M Max, M Ultra, et puis ça, après il y a eu compréhensible. Mais alors pas ça, sur les mêmes modèles. Ça c'est compréhensible. Sauf que on est pour chacun des sous-catégories. Quand on choisit sa machine, il faut aussi choisir le nombre de cœurs graphiques. Dans certains cas aussi le nombre de cœurs CPU. Donc on commence à avoir un nombre de combinaisons qui augmente presque de manière exponentielle. On est aujourd'hui maintenant à un moment où il y a des processeurs, des Mac à processeur M2 en même temps que des Mac à processeur M1. Certains M2 sont plus rapides que des M1, certains M1 sont plus rapides que des M2. C'est vrai. Alors nous, on comprend à peu près ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand moi je commence à parler de ça à des clients, c'est absolument impossible. Et on rajoute là-dessus la problématique de la vitesse des SSD, qui est importante pour certains, justement parce qu'il y a quand même, et je rejoins Gilles là-dessus, j'ai des clients qui font de la photo et de la vidéo. Quand tu fais du montage vidéo, tu as intérêt à avoir le SSD qui va le plus vite possible, mais pas forcément le plus gros, parce que justement quand tu fais de la vidéo, tu stockes pas tout sur ton ordi. Sauf que tu leur dis quand même, sur le Pro, un MacBook Pro, prenez un SSD de 2 Tera, ou au moins de 1 Tera, parce que sinon vous allez perdre beaucoup en performance. Mais du coup ça rajoute beaucoup au prix, parce que le prix des options est très élevé. Donc c'est là où moi je trouve que Apple ne nous aide pas. Je te passe la main, Gilles, mais juste une seconde. Moi je rajouterais un élément de perturbation, c'est un Mac qui est une honte, c'est le MacBook Pro 13 pouces. Il n'a rien à faire. Oui, mais on avait dit qu'on n'en parlait plus chez Apple. Voilà. Bah oui, mais bon. Non, mais je veux dire, je pense aux gens qui ne font pas autant attention que nous et qui ont été attirés vers ce Mac, et je peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont été un peu grugés. Voilà, ça m'énerve tellement. Voilà, je le redis une dernière fois, promis, je le dirai plus. Voilà. mais je suis d'accord. Gilles, voudrais remettre les... Et pourtant, après Ellie. Ouais. Ah oui, justement. Pourtant. Oh bah oui, attends, on revient vers toi, Ellie, attends. Mais je voudrais remettre les trucs en perspective. Pour le MacBook Pro 13 pouces, il y a toujours eu ces trucs là qui traînaient sur les étagères, qui prenaient la poussière. L'iBook G4 qui est resté pendant des années au catalogue, on ne savait pas ce qu'il faisait, on attendait que les parents viennent le chercher à la sortie de l'école. Enfin bon, c'était... Et puis, il y a toujours eu... c'est une façon différente d'appeler les puces, mais il y a toujours eu le i5 sur l'iMac avec une option i7. Pareil pour les portables, on avait le i7 normalement et le i9 en option avec je ne sais pas combien de possibilités en carte graphique. Ne serait-ce que le stockage ou la mémoire vive qui a toujours coûté un bras, on a toujours trouvé ça indécent. Le prix de la RAM quand tu faisais du build to order sur le site d'Apple, à tel point qu'il valait mieux attendre 3 mois et l'acheter chez Macway et mettre soi-même les barrettes de RAM quand on pouvait. C'est plus possible, ça. Maintenant, c'est plus possible. C'est aussi à ce prix-là que les processeurs sont aussi efficaces, puisque la RAM et la mémoire vive est en position centrale et qu'il est partagé par les différents cœurs qui peuvent travailler ensemble. Il n'y a rien de fondamentalement changé, à mon sens. Même les familles de processeurs entre les machines les machines de bureau et les machines portables.
même les fréquences d'horloge n'étaient pas... Entre les familles de puces et les générations d'ordinateurs, il y avait de quoi y perdre son latin entre les différentes fréquences d'horloge. Élie, donc tu confirmes que des gens achètent encore le MacBook Pro à 13 pouces? Oui. Oui. Aujourd'hui, alors c'est pas la majorité des gens. Aujourd'hui, les machines qui se vendent, puisque c'était une des questions qu'on devait aborder, les gens achètent aujourd'hui dans les nouvelles machines, étonnamment, enfin pas étonnamment, puisqu'on en a parlé, on l'a conseillé, mais par rapport aux années précédentes, les Mac Mini sont super populaires. Mac Mini M2, et c'est pas étonnant. Les nouveaux, oui, bien sûr. Oui, donc et c'est pas étonnant. Les MacBook Air... le premier modèle est un super prix, et le deuxième modèle est une super bécane, nettement plus cher que le premier, mais ça les mérite, on l'a vu ensemble. C'est une bombe. Oui. Donc ça, donc les Mac Mini, ouais. Oui, sinon le MacBook Air M2 se vend très bien. Franchement, il se vend bien, et le 14 pouces se vend, M2, donc maintenant, il se vend bien aussi. Donc voilà les 3 modèles qui se vendent aujourd'hui. En sachant que l'iMac, on attend toujours qu'il soit renouvelé un jour. On en vend de temps en temps quand on arrive à en avoir, mais il est temps qu'il change. Et puis, on est quand même dans une année de transition, puisque on parlait de la gamme où il y a un mélange M1, il reste un modèle de MacBook Air M1 en entrée de gamme, et il reste encore les Mac Studio. Mais les Mac Studio vont évoluer vers du M2 parce qu'il y a une transition. Et pendant qu'il y a une transition, tout ne transitionne pas en même temps. Donc, à un moment donné, on sera en M2 partout. Et là, on commencera à voir arriver les M3, probablement d'abord dans le MacBook Air M3 et ensuite dans les MacBook Pro M3. Et on dit depuis longtemps que le M3 sera un processeur un peu de rupture parce que c'est toujours... une année sur 2, etc. Et donc, mais est-ce qu'il faut attendre le MacBook Air ou le MacBook Pro M3 sans en connaître les caractéristiques? Je ne sais pas, mais on sait de toute façon que tous les 18 mois à peu près, il y a un changement de processeur, et donc forcément, le M3 sera plus rapide, de même que 18 mois après, le M4 sera encore plus rapide. Là, on est dans les modèles BMW, donc tout va bien. La M3 et la M4 sont très très bonne voiture. Donc voilà, et puis après on s'arrêtera, on passera aux modèles un peu familiaux. Le M5 et le M6 seront des voitures pour la famille. Bon, la conclusion avec toi, Fabrice, je voulais te dire quand même qu'on est encore dans la transition depuis les processeurs Intel, puisqu'elle n'est pas finie. Et donc, est-ce que c'est pas un peu normal qu'à certains moments, la gamme soit pas totalement limpide? Si je rejoins Gilles, effectivement, c'est aussi ce qu'on demande à un ordinateur par rapport à une tablette, c'est qu'on ait un peu plus de choix, j'entends bien. Ce que je regrette peut-être le plus, c'est cette histoire des SSD. Moi, j'en fais pas du tout un scandale. Je regrette juste la manière, en fait. Et je suis même étonné que Apple ne communique pas là-dessus en disant on a les premiers modèles, les SSD sont rapides, et les modèles au-dessus, les SSD sont très rapides. Voilà, c'est le good, better, best, comme aime bien rappeler Gilles souvent. Et il pourrait le dire, c'est parfaitement acceptable, et d'autant plus que justement les SSD en entrée de gamme sont pas mauvais, quoi. C'est super. Mais on voit ça, donc je suis pas du tout dans les récriminations comme on peut entendre sur la chaîne YouTube MaxTech là, qui font des tests vraiment intéressants. Ils vont à fond sur tout un tas de trucs. Donc ils jouent peut-être un rôle un peu, parce que c'est comme ça qu'on est sur YouTube, en gueulant beaucoup, en disant c'est un scandale, Apple nous trompe, etc. Moi, j'en suis pas là, mais j'ai quand même un fond de regret que Apple, surtout sur les machines pro, au moins ne le disent pas. Voilà, parce qu'on pourrait s'attendre à avoir sur des machines qui ont un certain prix, qui se disent pro et qui le sont, parce qu'elles ont des caractéristiques quand même fantastiques, qu'il y ait sur certains modèles, on le sait pas, et on n'a pas la vitesse optimale.
Voilà. Et c'est ça que je regrette. Et peut-être pour finir sur cette histoire de prix, il y a aussi un effet ciseau que je trouve dommageable, un autre effet ciseau que je trouve dommageable pour la gamme, qui est le retour sur le prix des options pour la mémoire vive. Quelle que soit l'option qu'on prenne, en fonction des modèles, que ce soit plus 8 Go ou plus 16 Go ou machin, enfin c'est toujours par tranche de 230 €, quoi. Alors, oui. Donc, et pour 230 € pour 8 Go, c'est quand même extraordinairement cher. Alors oui, il y a une partie du prix qui est justifiée parce que c'est la mémoire centrale, comme le disait très justement Gilles, et que c'est des performances qui sont en dehors de toute raison, si on les compare aux autres, c'est vraiment très très intéressant. Mais il y a un effet ciseau que je trouve intéressant, c'est que c'est 230 € sur un MacBook Pro qui commence à 2000, et c'est 230 € sur un Mac Mini qui commence à 600. Et du coup, pour la même quantité de mémoire, la proportion prise par l'ajout de cette option est immense. Et c'est ça que je trouve, et c'est vraiment dommageable aussi pour faire comprendre ça à des clients. Tu vois, je sais pas comment ça se passe chez Eli, mais quelqu'un qui a envie d'un Mac Mini M2, bah, il est attiré par le prix, c'est super, et c'est une super machine à 8 Go, mais pour la faire durer un peu plus longtemps, avoir 16, ce serait quand même beaucoup mieux, mais dis donc, ça fait 33% du prix, quoi. Voilà. C'est le coût de fabrication aussi. Je ne dis pas que c'est pas justifié, Gilles, mais je pense que dans la compréhension de la gamme et ce que demande Apple comme effort, c'est pas compréhensible. C'est peut-être justifié, mais c'est pas compréhensible. Donc du coup, ça tombe à l'eau. Voilà pour nos conseils. On peut vous proposer de participer à cette discussion en utilisant le hashtag iWeekLSA sur Twitter et sur Mastodon, si vous le souhaitez, pour nous dire quel est le dernier Mac que vous avez acheté. Et si vous faisiez un achat comme nous, là, aujourd'hui, quel est le Mac que vous choisiriez et dans quelle configuration pour votre usage, votre besoin. Ça nous intéresserait énormément d'avoir vos retours sur le sujet. Merci d'avance. Allez, on marque une pause. Et pour une fois, on va parler de nous et de l'évolution assez sensible de la présence d'iWeek sur Patreon. À tout de suite. Patreon.com/iWeek, c'est une adresse qu'on vous délivre et qu'on vous rappelle toutes les semaines dans iWeek, la semaine Apple. Vous le savez, c'est l'adresse de notre communauté sur Patreon. C'est aussi pour vous le moyen de nous soutenir, de nous permettre de continuer cette aventure extraordinaire qui est iWeek depuis ses débuts à l'antenne de Watch et puis depuis sa renaissance en tant que podcast natif, d'abord en audio, puis à nouveau avec de l'image sur YouTube et maintenant aussi sur Patreon. Ça fait presque 2 ans que l'offre existe sur Patreon et on vous remercie à nouveau, vous, les soutiens d'iWeek qui nous permettaient de continuer à financer aussi le coût de production de ce podcast, des coûts d'hébergement, des coûts logiciels. On renouvelle aussi périodiquement un peu nos appareils, nos micros. Il y a plein de choses qui ont besoin d'évoluer et donc c'est grâce à vous, nos soutiens, qu'on arrive à le faire. On a voulu, et ça fait un moment qu'on en parle, on a voulu que cette offre évolue. Je sais que c'est un moment que vous attendez tous depuis plusieurs semaines. On travaille dessus depuis un moment, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette évolution et moi je suis très heureux de la partager avec vous à tel point que j'ai un peu anticipé la semaine dernière. ce qui n'évite pas les surprises de dernière minute, mais voilà, on va vous dire aujourd'hui tout ce qui change, tout ce qui arrive, tout ce qui est nouveau. Lequel de vous a envie de prendre la main pour nous parler de l'idée générale ? Ah voilà, tu nous refiles le bébé, tiens. Ouais. Il n'y a pas que moi qui vais causer. L'idée générale, c'est, j'ai envie de dire, de sortir une idée, c'est que on va suivre un peu l'air du temps et que ce qu'on propose, ce sont des abonnements mensuels plutôt que un soutien par épisode, des choses comme ça. Donc ça nous paraît plus proche de ce qui se passe dans tout ce qui est abonnement proposé partout, et on en a tous. Vous, chers contributeurs et auditeurs qui ne le sont pas encore, vous en avez aussi des abonnements.
pour du contenu de qualité comme le nôtre. Nous espérons que ça vous plaise. Et ça, c'était une des premières décisions, je crois, qu'on a prises ensemble, c'est de passer plutôt à un modèle mensualisé. Voilà, abonnement donc déconnecté du nombre d'épisodes. Ça vous permet aussi de mieux anticiper combien vous allez investir dans votre soutien à iWeek. Alors, on a du coup de nouveaux prix. On ne calcule plus de la même manière quand c'est par épisode et quand c'est par mois, voire par an. On va en reparler. Sachant qu'on est dans un temps de crise, que c'est compliqué pour tout le monde, qu'on a effectivement une multiplication des abonnements à droite et à gauche. Voilà, tout en ayant conscience de la valeur de ce qu'on fait, on n'a pas voulu augmenter les prix, et même la nouvelle formule, les nouvelles formules d'iWeek sur Patreon, elles sont moins chères que ce qu'on faisait auparavant, puisque jusqu'à maintenant on avait trois offres principalement. Il y avait un niveau à 1,50€ par épisode, un niveau à 3€ et un niveau à 7€ par épisode. Ce qui faisait 6 à 7,50€ par mois minimum pour faire partie de la communauté. À partir de là, dans quelques heures, dans le courant de la semaine, le premier niveau sera à 5€ par mois. Et donc on peut dire que c'est moins cher, n'est-ce pas, Ellie ? Mais oui, mathématiquement, c'est moins cher. Et oui. Et donc, si on étend le raisonnement, en fait, vous n'étiez qu'à quelques centimes peut-être du nouveau niveau de soutien intermédiaire qui, lui, sera à 8€ par mois. Et si vous passez en abonnement annuel, et on va en reparler, ce sera 80€ par an, avec donc 2 mois gratuits. Et donc, si vous nous souteniez à hauteur de 1,50€ par épisode jusqu'à maintenant, et si vous prenez le niveau intermédiaire à l'année, en fait, ça ne vous coûtera pas plus cher et vous profiterez de tous les nouveaux avantages supplémentaires, dont les stickers iWeek, et on va en reparler. Alors, on va commencer par... Parlons-en. On va commencer par les avantages immatériels, si vous voulez bien, mes amis, et les contreparties, et on va détailler ensemble chacun des trois nouveaux niveaux qu'on vous propose là à partir du moment où ils seront validés et accessibles sur Patreon, sans doute dans le courant de la semaine, en tout cas d'ici le prochain épisode. Alors, le premier niveau, c'est donc un niveau à 5€ par mois. L'idée, c'est de nous soutenir et de bénéficier de l'accès au contenu audio sans publicité et en avant-première via Patreon. Donc vous avez évidemment accès à des épisodes sans pub. Vous avez accès au podcast hebdo en version audio en premier, puisqu'on le met en ligne avant la version podcastée. Et puis vous avez accès au bonus audio qui est exclusif à la communauté Patreon en version audio. Et j'ajoute que si vous vous abonnez à l'année, vous bénéficiez en plus de 2 mois gratuits et de la citation de votre nom dans l'hebdo par nos soins, évidemment, et on en serait très heureux. Voilà pour le premier niveau, donc à 5€ par mois. Le deuxième niveau, que j'ai évoqué à l'instant, c'est 8€ par mois. Donc vous avez évidemment tous les avantages du premier niveau, et vous avez des avantages supplémentaires. Alors vous avez accès aux épisodes en version vidéo, en avant-première sur Patreon. Vous avez accès à la version vidéo du bonus. Et puis peut-être le plus sympa des avantages, c'est que vous pourrez participer chaque mois au Twitter Space mensuel privé qu'on ouvrira aux contributeurs Patreon des niveaux donc intermédiaires et supérieurs pour pouvoir échanger avec nous et discuter avec nous en audio et en live, donc une fois par mois. Alors on n'est pas encore tout à fait calé sur le rendez-vous, mais ce sera un rendez-vous facile à mémoriser et on le tiendra de manière intangible une fois par mois pour pouvoir discuter avec vous. Les Twitter Space, c'est un... ou autre d'ailleurs, ça évoluera peut-être en fonction des événements, mais
en tout cas, c'est une techno, c'est un format qu'on a déjà testé plusieurs fois et qui est très sympa. Hein. On a adoré à chaque fois qu'on en a lancé un. Hein. N'est-ce pas, Élie, Fabrice, vous étiez là? Oui, absolument. C'est très vivant, c'est très interactif, donc on adore vous entendre. Et puis, c'est une occasion de répondre à vos questions ou d'entamer des discussions et des débats qui sont toujours passionnants. Fabrice? Ouais, moi j'ai un souvenir d'avoir participé d'abord en tant qu'auditeur. C'était chouette. Je me rappelle très bien de ce moment parce que l'équipe iWeek avait annoncé tiens, on va faire un Twitter Space, et donc je m'étais connecté et là j'entends Benjamin. Oh, dis donc, il y a Fabrice qui arrête pas de nous embêter sur Twitter tout le temps. Tiens, t'as pas quelque chose à dire? Oui. Et c'était sympa. Et du coup, pour moi, c'est comme ça qu'a commencé la discussion et qu'on continue donc toutes les semaines. Et voilà, c'est chouette. Donc, c'est un super souvenir pour moi. Voilà, donc ce sera magnifique. Une fois par mois. N'est-ce pas magnifique, Gilles? Ce sera une fois par mois. Ce sera en fin de journée, avant le dîner, à un horaire qui, je l'espère, permettra au maximum d'entre vous d'être avec nous. Et donc, on attend avec impatience de pouvoir faire ces Twitter Space avec vous. Et pendant que j'en parle, je vois Fabrice à l'image qui brandit, qui agite les deux stickers que vous recevrez. En tout cas les deux stickers différents que vous recevrez si vous vous abonnez donc à ce niveau intermédiaire. À l'année, ce sera le cadeau bonus. Vous recevrez par courrier dans une enveloppe ces stickers. Donc je te laisse les décrire, Fabrice, que tu les as dans les mains. Donc c'est encore plus simple si c'est alors toi. Deux stickers, un pour iWeek l'hebdo et un pour iWeek la quotidienne que vous pourrez coller où vous voulez. Moi j'ai collé les deux sur mon MacBook Pro, comme ça quand je l'ouvre. Alors j'ai de part et d'autre de la pomme, voilà, et comme ça, moi je suis content de faire la pub de mon podcast préféré. Voilà, alors du coup, j'espère que vous aussi. Voilà, donc c'est des stickers ronds. Donc c'est aux couleurs, par exemple. Tu as raison, pardon, je les ai pas décrits. Bah oui. Donc ils sont ronds. Il y a celui d'iWeek l'hebdo qui reprend la couleur rouge de l'hebdo et la quotidienne, la couleur bleue de la quotidienne. Voilà, comme vous pouvez les voir, les couleurs sur les illustrations des podcasts. Voilà. Voilà. Mettez-les sur les voitures. Twitter, ils ont déjà circulé sur les voitures, c'est une bonne idée. Ils ont déjà ça me rappelle la main de Pif. Vous pouvez les mettre partout, ces stickers, évidemment, sur votre capot de MacBook Pro. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis parti au CES à Las Vegas début janvier avec très fièrement mes deux stickers collés sur mon MacBook Pro. D'ailleurs, on vous proposera sans doute très bientôt de nous envoyer vos photos de vos stickers dans la vraie vie, comme on dit. Et donc voilà, c'est un peu le cadeau bonus si vous vous abonnez à l'année à ce niveau intermédiaire. Donc 8 € par mois et 80 € par an. Vous avez 2 mois gratuits, vous avez votre nom évidemment cité dans le podcast hebdo, et puis vous recevrez ces stickers par la poste, et c'est le seul moyen de les avoir. Donc on espère que ce sera pour vous une motivation supplémentaire pour nous soutenir. Et puis, alors si vous voulez accéder au niveau suprême, on vous propose donc désormais un abonnement à 12 € par mois, 120 € par an, donc vous avez là aussi 2 mois gratuits. Alors, dans cet abonnement, vous avez accès à tous les avantages des 2 premiers niveaux, et vous bénéficiez en plus non seulement des autocollants, mais de l'autre produit dérivé tout nouveau, exclusif, qu'on a fait fabriquer pour vous, c'est ce mug. Alors, je ne sais pas si vous les avez, parce que moi, le mien, il n'est pas à portée. Oui, Fabrice a le sien, voilà. Ce mug, tiens. Oui, alors j'ai triché, je me suis fait enguirlander par Gilles parce que j'avais vendu le morceau et ça a été remarqué sur Twitter. Voilà, donc c'était on un a peu eu fait cette exprès. chance-là. Merci Benjamin, tu nous les as envoyés et moi, c'est devenu mon mug quotidien, voilà. Le café, je bois mon café, mon thé, mon eau, je bois tout dedans, voilà. Bon, est-ce que tu peux nous le décrire pour ceux qui n'ont pas l'image ?
Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, nous avons un mug à fond blanc avec le logo de iWeek en rouge par-dessus. L'anse est du rouge de iWeek et l'intérieur du mug est aussi rouge et avec un rappel de liseré rouge au sommet du mug. Voilà, c'est très joli avoir un mug rouge comme ça. Et on a le logo de iWeek des deux côtés, donc qu'on soit gaucher ou droitier, on a la joie, le bonheur et l'avantage de montrer son amour d'iWeek. C'est chouette. Bon, Ellie, t'as fini par recevoir les tiens. Yes, je les ai. Ça y est, c'est bon. Bon, pour la petite histoire, j'avais envoyé des exemplaires de ces mugs à toute l'équipe, et puis j'avais commandé d'autres mugs à titre perso, et en fait ils s'étaient mélangés à ma commande, et j'ai envoyé des mugs avec les photos de mes enfants à Ellie sans m'en rendre compte. Mais c'est très bien. T'étais content? Bah oui. Ah bah oui, t'es très bien en demeurant. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre et Ellie a récupéré les mugs iWeek. Donc voilà, ces mugs, vous les recevrez aussi par courrier si vous nous faites l'amitié de vous abonner à ce 3e niveau d'abonnement à l'année. Donc 120 € pour l'année, vous serez tranquille et nous aussi. Et on se réjouit d'avance de vous retrouver à ces différents niveaux d'abonnement. Ouais, Gilles. Oui, je voudrais préciser un truc, c'est que quand on met du café dedans et du café sombre, avec la couleur rouge, ça rend pas le café couleur chocolat, c'est dégueulasse, comme si c'était de la boue, quoi. Ça reste quand même du très beau café et c'est extrêmement agréable, je vous le recommande. C'est vrai, vous regretterez pas de vous être abonné. Alors, j'ai oublié juste un détail hyper important et je m'étonne qu'aucun de vous ne m'ait repris, bande de chenapans. Je sais pas. J'y allais justement. Ah bah vas-y. J'y allais parce que donc au niveau suprême tel que tu l'as annoncé, le mug n'est que la cerise sur le gâteau. L'idée c'est aussi de proposer aux contributeurs qui choisiraient ce niveau d'avoir un accès en direct à notre enregistrement et une salle de chat, de commentaires. Comme ça, vous pourrez commenter nos commentaires et nos bêtises et aussi les choses intelligentes qu'on dit, parce que ça nous arrive, en direct, et puis de nous poser peut-être une question ou un détail ou ce que vous voudrez pendant l'enregistrement et qu'on puisse interagir avec vous pendant qu'on enregistre. Et on espère que vous serez nombreux à le faire. On comprend bien l'intérêt pour nous naturellement, mais en plus d'avoir l'interaction, c'est comme d'avoir une sorte de mini Twitter Space privé, mais pendant l'enregistrement de l'émission. Et on a décrit tout à l'heure comme on avait beaucoup aimé l'expérience Twitter Space, et on se dit qu'on pourrait faire ça pendant l'enregistrement de chaque émission, que ce serait quand même aussi super chouette. Donc voilà, cet accès très privé du coup à notre enregistrement hebdomadaire. Voilà, donc vous aurez un lien privé pour accéder au streaming vidéo de l'enregistrement et vous pourrez participer au chat en envoyant des messages que nous on verra défiler pendant qu'on enregistre. Et donc si vous avez envie d'apporter une précision, de nous contredire ou de nous poser une question pendant qu'on traite un sujet, vous pourrez le faire de manière très exclusive, puisque seuls les abonnés annuels au 3e niveau de soutien sur Patreon pourront participer à cet enregistrement et à ce chat. Ouais, Ellie. Et vous aurez même droit à nos bêtises qui sont coupées au montage. Bien sûr. Alors, je précise un truc, c'est qu'on vous demandera juste une chose, c'est de ne pas enregistrer l'enregistrement, voilà, et de ne pas le diffuser. Ce sera vraiment entre vous et nous, et on comptera sur votre discrétion, parce que voilà, on dit aussi des bêtises et il faut qu'on puisse rester dans cette ambiance. Justement, où on n'est pas censé être vu, quoi. Donc, on comptera évidemment sur votre discrétion. Alors, j'ai un dernier détail à vous donner, parce que nous aussi, du coup, on va se retrouver dans une phase de transition. Alors, sur Patreon, c'est pas forcément totalement huilé. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez avoir besoin d'intervenir pour modifier
ce que vous choisissez de soutenir sur le Patreon d'iWeek. C'est-à-dire concrètement, vous allez vous désengager de votre soutien actuel par épisode et on va vous demander, et on espère que vous le ferez, de choisir l'un des nouveaux niveaux d'abonnement, donc à 5, 8 ou 12 euros par mois, 50, 80 ou 120 euros par an. Vous aurez 15 jours pour le faire. Au bout des 15 jours, les anciens niveaux seront supprimés. Ça veut dire que si vous ne faites pas de changement avant, vous n'aurez plus accès à vos anciens avantages. Donc vous avez tout intérêt à changer. Et donc voilà, il va falloir que vous interveniez, que vous soyez un peu proactif et que vous fassiez juste un tout petit tour sur patreon.com/iWeek et que vous fassiez ce petit changement. Évidemment, si vous n'êtes pas encore soutien d'iWeek sur Patreon, dès que les nouvelles offres seront accessibles, eh bien, vous pourrez vous abonner et on vous le fera savoir évidemment via Twitter @iWeekNews et sur Mastodon @iWeekNews @mastodon.world et donc vous pourrez choisir le niveau d'abonnement qui vous convient. Voilà. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous êtes heureux de ces changements. N'hésitez pas à réagir, hein, d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en utilisant le hashtag iWeekLSA sur Twitter ou sur Mastodon. Moi je suis très très content qu'on y soit à cette bascule. J'espère qu'on va gagner plein de soutien. On en a besoin parce qu'on a des projets super chouettes dans les tuyaux et on a besoin de votre aide. Et puis si en plus on peut vous faire plaisir et augmenter l'interaction avec vous, on sera tous très heureux, je crois, hein. Bah oui, ça fait, comme tu disais, ça fait des mois qu'on en parle et on a envie de faire évoluer. On avait évoqué un peu, même déjà dans les Twitter Space, d'avoir des goodies, des choses comme ça. Il y avait plutôt une réponse assez positive sur le sujet. Donc voilà, on espère que ça vous plaira à tous et que vous nous rejoindrez pour qu'on puisse continuer notre aventure et donc avec vous. Voilà, c'est ça qui est chouette aussi, de vous faire participer à un peu plus tout le monde. On espère que ça marchera comme ça. Voilà, et je précise que pour recevoir les goodies, que ce soit les stickers ou les stickers et les mugs, on aura juste besoin dans le processus d'abonnement que vous indiquiez votre adresse postale. Et voilà, on fera ça à la mano, mais vous devriez recevoir vos petites enveloppes ou vos petits paquets sous 7 à 10 jours au maximum. Voilà l'idée. Merci en tout cas de votre accueil et de votre proactivité pour modifier vos abonnements dès que les nouveaux seront accessibles. Évidemment, on vous tient au courant via nos canaux habituels et puis on en parlera évidemment dans la quotidienne iWeek dès que ce sera en place. On se retrouve dans un instant avec Kelly pour le retour du dîner. Et oui, les 3 étoiles reviennent. À tout de suite. Le dîner d'Ellie, ça fait plaisir, Ellie, de te revoir avec ta toque et tes crocs. Écoute, oui, mais c'est compliqué, tu sais, avec l'inflation. Quelle image. Tous les produits augmentent. C'est compliqué de faire un dîner maintenant. Avec 3 sous, tu n'as plus rien c'est pour faire un dîner. Donc, c'est vrai. Voilà. Bon, tu restes sur le essayer. principe entrée plat dessert, rassure-nous. Oui. Bon. Oui. Pour l'instant, oui. Écoute, on est Après, prêt. On finira peut-être l'année au sandwich, mais pour l'instant. Bon, écoute, profitons tant qu'on peut. On commence par l'entrée ? Mais oui, alors justement, l'entrée, on est en plein dedans. Microsoft a décidé de vous aider dans votre lutte perpétuelle pour le pouvoir d'achat. Si. Et figurez-vous que à partir de maintenant, que c'est aujourd'hui, parce que c'est en février, Microsoft lance un nouvel abonnement. Office 365 à bas prix. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont-ils inventé ? Eh bien, figurez-vous que pour 20 € par mois, vous allez pouvoir accéder à la suite Office et à un espace de stockage, mais uniquement web et mobile. C'est-à-dire que pour 20 € par an, c'est quelque chose comme 2 € par mois. 2 € par mois. Donc, même système, hein, si vous vous abonnez à l'année, vous avez 2 mois gratuits. Vous avez accès à Office 365 Web et à Office 365 iPhone et petite tablette. Parce que vous savez qu'à partir du moment où c'est une grosse tablette, ce n'est plus le même système d'abonnement. Donc, avec ça, vous avez...
Oui. C'est gratuit, par exemple, aujourd'hui, quand c'est sur une tablette de moins de 10 pouces. Maintenant, ça commence à être compliqué, mais... Ah ben, je savais pas. Oui. Oui, mais justement, Elie, c'est gratuit en moins de 10 pouces, et avec l'abonnement payant à 2 € par mois, ça devient, tu peux l'installer sur une plus grosse tablette. Oui, c'est vrai, mais C'est ça. absolument, c'est vrai, tu as raison. D'accord. Et à côté de ça, vous avez aussi 100 gigas d'espace de stockage cloud. 100 gigas quand même, pas mal, moi je dis. Ouais. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que ce sont des versions web, elles marchent. J'ai essayé, ça marche assez bien. Mais ce ne sont pas les applis natives. Donc, et évidemment, l'abonnement reste quand même le même si vous voulez mettre ça sur un Mac. Voilà. Ok. Donc, Bon. ça c'est... Bon, c'est une bonne nouvelle parce que le prix a fortement baissé et aujourd'hui, on est à cette tendance d'utiliser des web apps. Donc... pourquoi pas. Après, sur mobile, c'est l'appli quand même. Hein. Ce n'est pas une appli web sur mobile. Ouais, ok. Bon, voilà, c'était une petite info. Bon. Et comme ça rentrait en vigueur là, donc 1er février, donc c'est une actu toute chaude. C'est du jour, super. On passe au plat de résistance, Elie. Alors oui, le plat de résistance, vous savez, je suis presque obligé de vous servir un petit coup de chat GPT. Hein. Bon, ça me fait plaisir en même temps. Mais on en a parlé, reparlé. Oui, et en plus, on va en parler toute l'année. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, mais oui. GPT. Comme tu veux. Ouais, comme vous voulez. Et on va pas arrêter de parler pendant les semaines, les mois qui viennent de cette application qui est très récente. Mais je ne vais pas vous reparler des fonctionnalités ou à quoi ça sert. Hein. On a dit, redit, tout ça. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais il se trouve que mon maître à penser, c'est mon gourou personnel que j'ai moi, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Jean-Louis Gasset, qui a été le fondateur d'Apple France, qui a été le président d'Apple Products aux États-Unis, et qui continue à faire une chronique très sympa tous les lundis. Hein, donc, puis ça a été le papa de BIOS quand même. Mais absolument, aussi. Et de Bi, tout court, et de BIOS, bien entendu, tout à fait. Ça a failli être la base de... Ça a failli, et on est passé 10, à très peu de choses. Ouais, ils étaient 2 finalistes. Hein, oui. Et c'est pas lui qu'ils ont choisi, mais du coup, le fait qu'ils aient choisi Next a fait qu'ils ont récupéré Steve Jobs. Donc, désolé pour Jean-Louis, qui est vraiment un ami et que je salue au passage, mais bon, quelque part, on a récupéré Steve et ça n'a pas de prix. Pendant les années où on l'a eu, ça n'a pas eu de prix. Alors pourquoi est-ce que Jean-Louis est revenu? Il avait déjà parlé de ChatGPT à 1 ou 2 reprises, mais parce que justement, la question est posée au niveau des grands spécialistes. Est-ce que toutes ces news autour de ChatGPT, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va redéfinir l'informatique du futur ou est-ce que c'est juste un effet de hype, donc un effet waouh et qui pourrait s'éteindre? Et en fait, les éditorialistes sont en train de comparer ChatGPT à Netscape. Vous savez que Netscape a été le premier navigateur web disponible pour le grand public. Et ça, c'était en 94-95, et ça a donné naissance à Internet. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle avec Apple, dont Jean-Louis ne parle pas, mais qui est très intéressant. Et donc, je passe sur l'histoire, puisque ça, vous le savez, mais il y a des éléments qui sont très intéressants. Par exemple, il y a des comparaisons superbes. Il y avait des navigateurs web qui étaient plutôt à utiliser avec un terminal, etc., depuis les années 90. Et puis est arrivé Netscape, puisqu'on en parle, en 94, et là, tout le monde a découvert ce que c'était qu'Internet. Ensuite, la comparaison continue. Il y avait des lecteurs MP3 avant l'iPod, mais l'iPod est arrivé et ça a fait naître la musique numérique, la révolution de la musique numérique. Dernière comparaison, il y avait des smartphones, bien sûr, avant l'iPhone. Il y avait le Nokia 800, par exemple, le P800. Et puis est arrivé l'iPhone en 2007 et ça a changé l'industrie parce que rappelez-vous qu'avec l'iPhone, il y a une app pour ça. Et ça a beaucoup changé.
Et donc, il y a toute une étude, et donc ça a donc poussé Jean-Louis à interroger, parce que lui-même était sceptique, à interroger les grands noms de la tech dans la vallée, puisqu'il y habite, et les grands investisseurs, les grandes sociétés de capital risque, en disant, mais comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, il pensait qu'ils allaient en fait être un peu sceptiques, parce que c'est des gens qu'il connaît, qu'il côtoie tous les jours. Et en fait, il a été très surpris parce que non seulement ils n'étaient pas juste un peu optimistes en disant oui, ça a l'air pas mal, enfin il faut voir. Non, pas du tout. La plupart d'entre eux ont dit que ça allait être un Netscape moment, donc vraiment un acte qui va redéfinir l'Internet et l'utilisation des ordinateurs dans le futur, et que ça allait d'ailleurs provoquer des changements dans l'industrie et même au niveau du travail et des boulots, il allait y avoir des nouveaux marchés qui allaient s'ouvrir et des marchés où malheureusement il y aurait du chômage assez important, parce que ces technologies-là vont en fait provoquer aussi bien des nouvelles créations que des licenciements importants. Est-ce que c'est un moment Netscape ou un moment mosaïque? Chaque fois qu'il y a eu ce type de déclic, c'est qu'un acteur précoce a été racheté par une grosse boîte. Je ne sais pas si c'est effectivement ChatGPT qui, en l'état, va réussir à devenir le numéro 1 du secteur, comme on a pu voir dans les exemples que tu as donnés, que Jean-Louis Gasset a donné, ou si ça va être quelqu'un d'autre, parce qu'il y a d'autres logiciels d'intelligence artificielle qui vont s'emparer de choses qui émergent en parallèle et réussir à le faire éclore jusqu'au produit viable économiquement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je suis d'accord, ce qui est sûr, c'est que Microsoft prend une participation importante. Pour résumer l'intérêt et l'importance des sociétés là-dedans, juste un exemple, la participation de Microsoft qui va permettre de continuer à développer le modèle n'est pas neutre, puisqu'en fait, une fois que ça entrera en vigueur, il récupère 75% des bénéfices. 75%. Pendant une période qui peut aller de 10 à 12 ans. Donc vous imaginez, si ça décolle, ils n'ont pas fait ça de façon neutre. Hein. Et tous les autres ils ont mis 10 milliards marché, quand même. Hein. Oui, 10 milliards. Mais après, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas, je pense qu'ils savaient où ils allaient. Et les autres sont derrière. Google est derrière aussi. Et en conclusion, la seule chose qui m'étonne beaucoup, et c'est le parallèle avec la naissance d'Internet en 95, c'est qu'on n'entend pas du tout Apple. C'est le seul. On entend Google, on entend même Facebook, Meta, a fait des déclarations sur l'intelligence artificielle et sur le fait qu'ils en ont une, mais qu'ils n'en parlent pas, mais qu'ils l'ont quand même. Et Apple ne dit pas un mot. Et en 95, il leur avait fallu 2 ans et le retour de Steve pour qu'Apple se mette à Internet. Et pendant 2 ans, Apple était la seule plateforme qui était absente du net. Et c'était dramatique à l'époque. Voilà le parallèle. Bon, bah écoute, je pense qu'on est bien là pour le dessert. Alors le dessert très 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 rapide, je l'ai fait vraiment là pendant qu'on faisait l'émission. D'accord, tout simplement mais j'explique, parce que j'en avais un, mais vous l'avez abordé, et j'en ai préparé un deuxième, et vous l'avez abordé aussi. Donc, d'accord. On avait faim, Élie, c'est normal. Oui. Non, mais c'était juste très, très rapidement. C'est parce que, en fait, je voulais parler des problèmes sur les smartphones, puisque, bon, on en a parlé en parlant de Samsung, on a parlé de l'effondrement du marché. J'avais un petit truc sur l'effondrement du marché très intéressant, mais vous l'avez largement abordé, et moi aussi d'ailleurs. Donc, d'accord. Ouais. Et puis l'histoire de l'objectif périscopique qu'on a abordé, en fait, il y a eu une news de dernière seconde qui disait en fait que c'est sorti pendant l'émission, que finalement, deuxième confirmation, il serait réservé à l'iPhone 15 Pro Max et pas du tout à l'iPhone 15 Pro, ce qui est vraiment dommage, parce que quand Apple commence à segmenter une gamme
et c'est ce qu'ils avaient fait à un moment donné avec le 14 par rapport au 14 Pro ou au 13 par rapport au 13 Pro, et en mettant des choses discriminantes, les gens, des fois, se détournent de ça. Et moi, je trouve que cet objectif était super comme idée pour la gamme Pro, mais si c'est uniquement le Pro Max, il y a des gens qui n'achèteront pas le Pro Max pour des raisons de taille et qui, du coup, n'auront pas la qualité promise dans l'objectif photo et, du coup, risquent de se détourner vers d'autres marques qui, eux, proposent ce genre de choses sur l'ensemble de la gamme. Et c'est un tout petit peu dommage. Comme on vient de le voir, c'est la deuxième génération de Galaxy Samsung qui en est équipée. C'est ça. Et donc, le dîner de rattrapage en 30 secondes, mais c'est quand même super drôle et c'est très, très récent aussi. Figurez-vous qu'Apple a déposé un brevet où de futurs iPhones, entre guillemets, des futurs appareils mobiles, pourraient compter vos mastications quand vous mangez quelque chose, vous demander de prendre une photo de ce que vous êtes en train de manger et vous dire si c'est trop gras ou pas et de diminuer. Je vous assure, c'est un brevet. Ça m'a laissé pantois. Bon, écoute, pour le dîner, c'est un bon final, je pense, de terminer là-dessus. Mais oui, parce que dans la photo, il montre un plat de cookies, donc c'est bien un dessert. Très bien. Voilà. Écoute, formidable. Merci Ellie pour ce dîner qui tombe à pic. On se retrouve dans quelques instants avec nos coups de cœur et peut-être des cartons cette semaine. Les coups de cœur de la semaine, les cartons, c'est à la fin d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ça veut dire que c'est presque fini. Et oui, je sais, c'est triste. On va commencer avec toi, Fabrice. Pouce en l'air ou pouce vers le bas ? Alors on va commencer par le pouce vers le bas. Je sais pas si vous avez installé et commencé à utiliser Ventura. Moi, ça fait donc quelques mois que je l'utilise. Mais bientôt. Et il y a... dans une des nouveautés de Ventura qui est plutôt très bien, c'est que y a un endroit qui centralise maintenant et est facilement accessible toutes les applications qui installent des choses qui vont fonctionner en arrière-plan ou qui vont se lancer automatiquement à l'ouverture. Ça a été un beau nettoyage dans Ventura. Ce qui est moins beau comme nettoyage, c'est que j'ai l'impression que ça fait partie de cette nouvelle application des réglages système qui ont donc remplacé les préférences système. C'est que maintenant, il y a aussi des alertes à chaque fois qu'il y a une application justement qui installe quelque chose et qui prévient que cette application a installé un module qui va tourner en arrière-plan. Et j'en ai plusieurs des modules qui me préviennent tout le temps et ça m'agace. Voilà. Et je sais que je suis pas tout seul, j'ai déjà vu ça sur Twitter et Mastodon, de gens qui disent mais il y en a marre que Oracle par exemple me prévienne que Java tourne en tâche de fond. Je suis au courant et des fois je démarre mon Mac et j'ai l'alerte 3, 4, 5 fois. Et c'est énervant. Donc j'espère que Apple n'a pas terminé son travail sur les réglages système parce que c'est pas tout à fait sec encore. En voilà la preuve. Donc ça c'est le pouce vers le bas. Est-ce que tu as un pouce vers le haut ? Le pouce vers le bas. Et alors, petit coup de cœur, parce que je sais que ça vous manquait, alors j'ai trouvé un petit jeu sur Apple Arcade. Et voilà, moi j'utilise toujours Apple Arcade, et donc c'est rigolo parce que c'est un jeu qui s'appelle Frenzic Overtime, donc Frenzic Overtime, et qui est en fait une reprise d'un jeu qui a existé sur Mac en 2007-2008, puis qui a été adapté après sur l'iPad et puis l'iPhone un peu plus tard. Un jeu qui est fait par la boîte qui s'appelle Icon Factory, qui est bien connue, qui est un des développeurs sur Mac et puis maintenant sur iPhone, iPad historique. Qui faisait donc un des clients Twitter, des choses comme ça, mais c'est une boîte qui est très connue pour son design et tout ça. Donc là c'est un jeu rigolo, c'est un jeu comme je les aime, on peut jouer quelques minutes. Imaginez vous êtes un robot et vous devez remplir des
pour les plus âgés d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plus très à la mode, le jeu Trivial Poursuite. Vous vous rappelez peut-être des pions du jeu Trivial Poursuite. Bah, les camemberts. Donc, les camemberts. Ben oui. Les camemberts avec 6 portions à remplir. Bah là, c'est un peu pareil. Il faut, c'est un puzzle où il faut remplir des portions mais de camembert. Mais il y a des couleurs différentes et selon ce qu'on... donc il y a une pièce qui est proposée. Il faut la placer. Il faut la bonne orientation, la bonne couleur. Il faut faire ça plus ou moins vite. Et ça peut donner un petit coup d'adrénaline pour faire une petite pause de 5-10 minutes. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, voilà. Et donc, un petit jeu sur Apple Arcade, Frenzic Overtime, qui me plaît bien. Voilà. Merci Fabrice. Avez-vous des coups de cœur, des cartons, Gilles et Lee ? Moi, j'ai un coup de cœur. Ah, Gilles, vas-y. Je vous ai parlé des Eagles la semaine dernière à l'occasion de la chronique, sur deux reprises, sur le Hell Freeze Over sur Windows, et puis Hotel California. Et je me suis aperçu après coup qu'il y avait la rediffusion d'un documentaire en 2 parties qui est assez long, mais qui est passionnant justement sur la carrière des Eagles. Si vous aimez la musique, c'est un peu de bouteille ou vous êtes jeune et vous avez un peu de curiosité, précipitez-vous sur les rediffs d'Arte, sur les replays, tant qu'il est encore disponible. Je pense que vous allez vous régaler. Les 6 ou 7 membres successifs de la bande parlent de façon très très naturelle de ce qui s'est passé, de leur carrière, de leur musique, de leur processus de création, et vous passerez un très très bon moment. Bon, merci Gilles. Donc c'est sur Arte, hein. Donc la plateforme de Arte, d'Arte. Oui. Ok, merci. Moi, mon coup de cœur, c'est une série sur Apple TV+, dont on a beaucoup parlé avant qu'elle arrive. C'est la première série avec Harrison Ford, et oui, Indiana Jones, ou Han Solo, cette fois un peu plus âgé, dans un rôle de psy, qui travaille en fait dans un cabinet de psy aux États-Unis avec deux confrères, une femme et un homme un peu plus jeune que lui. Et le vrai héros de la série, c'est cet autre psy qui a plein de problèmes, à qui il va déjà arriver plein de choses sur les 2 premiers épisodes, et Harrison Ford étant spectateur un peu dépassé, en même temps protecteur, mais on sent que ça l'horripile au possible. Il est parfait, un peu pisse-froid, parfait. Harrison Ford, ça me donne très envie de voir les épisodes suivants. Donc c'est sur Apple TV+, ça vient de commencer, ça s'appelle Shrinking, donc qui est une référence à Shrink, hein, qui veut dire psy, hein, en anglais, tu nous l'avais rappelé, Fabrice. Et donc je vous le conseille très très chaudement. C'est la fin de cet épisode 122. On se retrouve mercredi prochain. Nous serons le 8 février pour l'épisode 123. Merci à nouveau de votre fidélité, de votre soutien. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté Patreon, vous l'avez compris, ça bouge cette semaine, et donc préparez-vous à nous rejoindre. Vous nous aiderez à continuer l'aventure iWeek, et puis vous bénéficierez de plein d'avantages, plein de nouveaux avantages, y compris, si vous le souhaitez, de ces super stickers iWeek et de ce mug que le monde entier va vous envier. Ça se passe donc sur patreon.com/iWeek, et on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tous ces changements avec le hashtag iWeekLSA. Vous retrouvez également cet épisode en vidéo, en avant-première, justement dès le jeudi et sans pub, sur patreon.com/iWeek si vous êtes contributeur. Si vous ne l'êtes pas et que l'épisode vidéo vous intéresse, eh bien un peu de patience, il arrivera sur YouTube à partir de dimanche. Salut les amis, salut Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à tous. Bah écoute, on a fait un chouette épisode, c'était bien. Et oui, je suis content de ne pas être malade cette semaine. Et oui, c'est vrai. Ça fait du bien de te voir en pleine forme. On rappelle qu'on te retrouve sur ton site. Hein.
Oui, c'est quoi mon site déjà? Oui, pro-fusion-conseil.fr. Tu te souviens? Tu te souviens que tu as un mentor Et en puis, technologie. Fabrice Neumann sur les réseaux sociaux. Très très bien Fabrice. Merci encore d'avoir été là. Salut Elie Abitbol. Ben, avec plaisir. À bientôt, à la semaine prochaine peut-être. Toujours très chouette. Et salut Gilles Dounès. Et salut Benjamin Vincent. Bon, prends bien soin de toi et merci d'avoir été au rendez-vous comme toutes les semaines. Alors pour patienter jusqu'à mercredi prochain, ne manquez pas la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple. Ne manquez pas non plus les nouveaux visuels avec toutes nos trombines par binôme, puisque la quotidienne iWeek, c'est un podcast à 2 voix, quotidien, 5 à 10 minutes par jour, avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Vous connaissez maintenant le principe. Ça se passe sur votre plateforme de podcast préférée. Un clic sur suivre ou s'abonner, et vous ne manquerez plus aucun épisode. Et en plus, c'est gratuit. Les réseaux sociaux, donc @iWeekNews sur Twitter, et vous ajoutez @mastodon.world sur Mastodon. Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on a besoin de vous aussi pour ça. Passez une super soirée, une bonne fin de semaine et on vous dit à mercredi prochain. Salut à tutti, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, salut à tous.